Bonjour à tous, J-3 avant le bac et voici ma dernière vidéo pour vous aider dans vos révisions d'SVT qui portera sur la géothermie. Bon courage à tous et bonne révision. Nous allons donc traiter du chapitre sur la géothermie et les propriétés géothermiques de la Terre et je résumerai dans cette vidéo l'essentiel des notions à connaître pour le bac. Commençons par définir la géothermie. Géo fait référence à la Terre, thermie à sa chaleur interne. En effet, la Terre renferme une grande quantité de chaleur ou énergie thermique dont nous observons en permanence des manifestations en surface comme des éruptions volcaniques, les plus spectaculaires récemment étant celles du piton de la fournaise de la Réunion ou du Kilauea de Hawaï. Bref, la géothermie est l'exploitation de la chaleur interne de la Terre par les humains à des fins économiques pour produire de l'électricité ou chauffer des habitations. Mais avant de comprendre comment fonctionne la géothermie, voyons quelques notions importantes sur la chaleur interne de la Terre. Quelles sont les origines de cette chaleur interne ? La première source de chaleur interne est la radioactivité, c'est-à-dire la désintégration d'atomes radioactifs au cours du temps. La Terre renferme dans ses différentes enveloppes de nombreux atomes radioactifs comme l'uranium, le thorium ou le potassium, qui en se désintégrant libèrent de la chaleur. Le manteau, par son volume, est l'enveloppe qui produit le plus de chaleur. On estime que 50% de la chaleur interne de la Terre provient de la radioactivité. Une autre source de chaleur est celle créée initialement lors de la formation de la Terre. La Terre s'est en effet formée par accrétion, c'est-à-dire par collision entre des blocs rocheux de toute taille qui, en rentrant en contact, ont converti leur énergie cinétique en chaleur. Cette chaleur se dissipe depuis progressivement. La dernière source de chaleur est celle liée à la cristallisation du noyau. La Terre possède un noyau constitué de fer et de nickel. Sa partie externe est liquide, alors que le centre est solide. Le fer liquide cristallise progressivement, c'est-à-dire qu'il passe à l'état solide. Cette cristallisation s'accompagne d'un dégagement de chaleur. Cette source de chaleur existera jusqu'à ce que le noyau liquide soit entièrement cristallisé. Maintenant que nous avons identifié les causes de la chaleur interne de la Terre, nous pouvons nous interroger sur comment elle évolue avec la profondeur. Vous vous en doutez, dans la Terre, la température augmente avec la profondeur, et les mineurs peuvent en témoigner. Des mesures de température jusqu'à 10 km ont permis d'estimer que dans la croûte, et même dans la lithosphère en général, la température augmente de 3 degrés tous les 100 mètres, soit 30 degrés par kilomètre. Ceci est la valeur du gradient géothermique dans la croûte, c'est-à-dire une différence de température en fonction de la profondeur dans la Terre. Mais ce gradient n'est pas toujours de 30 degrés par kilomètre, et nous allons le voir tout de suite. Évidemment, il est impossible de mesurer les températures dans l'intégralité de la Terre, et les données que je vais vous présenter ont été le fruit de différentes mesures et modélisations en laboratoire ou par l'étude d'ondes sismiques. Ce sont donc des estimations. Sur ce graphique est représentée en ordonnée la profondeur en kilomètres et en abscisse l'augmentation de température en degrés. J'ai subdivisé le graphique en différentes enveloppes terrestres. Jusqu'à 100 km, on trouve la lithosphère, puis de 100 à 700 km de profondeur, la sténosphère. Enfin, le manteau inférieur, et au centre, on va retrouver le noyau externe liquide à 2900 km, et enfin le noyau interne solide à 5100 km. Nous avons vu que dans la lithosphère, le gradient géothermique augmente de 30 degrés par kilomètre, ce qui se traduit par une augmentation très rapide de la température avec la profondeur, jusqu'à atteindre la base de la lithosphère à 1300 degrés. Par la suite, les travaux expérimentaux ont montré qu'au sein de l'asténosphère et du manteau inférieur, la température est relativement stable et elle n'augmente que de 0,5 degrés par kilomètre, tout comme dans le noyau d'ailleurs. La base du manteau, ou le sommet du noyau, est caractérisée par un saut de température très important. Il nous reste à comprendre comment cette chaleur est transférée au sein de la Terre. Physiquement, il existe 3 modes de transfert de chaleur: la conduction, la convection et les radiations. Seuls les 2 premiers vont nous intéresser dans le cas de la chaleur interne terrestre. La conduction s'effectue dans un milieu indéformable. Les atomes chauffés sont excités et vibrent. Ils transmettent cette vibration de proche en proche. Au final, les atomes proches de la source de chaleur sont très chauds et ceux éloignés de la source de chaleur sont plutôt froids. Il y a une grosse différence de température entre les 2 extrémités du solide. La convection s'effectue dans un milieu déformable, donc fluide ou ductile, chauffé à sa base et refroidi à son sommet. Il s'agit d'un transfert de chaleur avec déplacement de matière. La matière chaude remonte vers la surface et se refroidit au sommet, donc devient plus dense et redescend. Rapidement, la température devient homogène dans le matériau. Il y a peu de différence de température entre les 2 extrémités. Si on applique ces phénomènes à la Terre, on remarque qu'au sein de la lithosphère qui est solide, il y a une forte différence de température entre la base et le sommet. Le transfert de chaleur se fait par conduction, donc par vibration d'atomes, tout comme au niveau de l'interface manteau-noyau.
Par contre, dans la sténosphère qui est ductile, donc déformable, ou dans le noyau externe qui est liquide, la température reste relativement stable entre la base et le sommet. La chaleur est donc transférée par convection. Ceci est confirmé par des études sismiques qui montrent des mouvements ascendants de matériaux chauds dans le manteau et descendants de lithosphère froide. Je ne traiterai pas des résultats du noyau interne qui sont assez compliqués à expliquer et clairement hors programme. Maintenant que nous avons compris d'où provenait la chaleur de la Terre et comment elle était transférée, revenons-en à la géothermie. La géothermie est utilisée à deux fins par les humains, chauffage des habitations et production d'électricité. Le principe d'extraction de chaleur est le même dans les deux cas. Les infrastructures géothermiques, qu'il s'agisse de maisons ou d'usines électriques, enfoncent dans le sous-sol des duos de tuyaux, et ce sur plusieurs kilomètres de profondeur. Ces tuyaux atteignent les nappes d'eau souterraines qui, comme nous l'avons vu, du fait du gradient géothermique, sont plus chaudes. Leurs températures peuvent varier de 90 à 200 degrés selon les endroits, et elles sont maintenues à l'état liquide sous l'effet de la pression. La géothermie consiste à extraire l'eau chaude en profondeur, qui si elle est à 90 degrés sera utilisée par une pompe à chaleur pour le chauffage des bâtiments, et si elle est à 200 degrés se vaporisera en remontant, ce qui permettra de produire de l'électricité. L'eau refroidie est ensuite réinjectée dans la nappe d'eau souterraine et elle pourra à nouveau se réchauffer lentement. D'un point de vue économique, la géothermie ne représente que 5% de la production d'électricité à l'échelle mondiale. Et en fait, si on regarde au niveau de la France, c'est à peu près la même chose. Comment expliquer que ces chiffres soient aussi bas ? Pour cela, il faut analyser le flux de chaleur mesuré à la surface de la Terre et exprimé sur cette carte en milliwatts par mètre carré. Ce flux varie de moins de 40 milliwatts par mètre carré, ce qui correspond à un flux faible, à 350 milliwatts par mètre carré, ce qui correspond à un flux fort. On remarque rapidement que ce flux de chaleur est inégal à la surface de la Terre. En particulier, il est très fort au milieu des océans, zones qui correspondent aux dorsales océaniques et qui sont le siège d'une forte activité magmatique. Étant donné que la géothermie exploite la chaleur de la Terre, on peut se demander quels sont les contextes géologiques qui sont favorables à la géothermie. Nous avons vu que pour produire de l'électricité, on a besoin de nappes d'eau très chaudes, proches de 200 degrés. Il faut donc trouver des endroits où le gradient géothermique sera nettement supérieur à 30 degrés par kilomètre. Le premier contexte visible sur la carte précédente correspondait aux zones de dorsale. Alors, pour rappel, au niveau d'une dorsale océanique, la lithosphère est amincie et la remontée d'asténosphère à 1300 degrés provoque la formation d'un magma à l'origine de la croûte océanique. Au niveau d'une dorsale, la température en profondeur augmente rapidement et le gradient géothermique est bien de 200 degrés par kilomètre environ. Il sera donc très intéressant d'y faire de la géothermie. Et c'est notamment le cas en Islande, une île située sur la dorsale atlantique où l'électricité est produite uniquement par géothermie. Pour l'anecdote, l'Islande est même le premier producteur européen de bananes qui sont cultivées en serre, allumées et chauffées par géothermie. Le deuxième contexte est celui des zones de rifting, qui correspond à une zone de divergence où deux blocs continentaux ont été séparés et se sont affaissés. Un rift précédant une dorsale, les phénomènes à l'origine de la source de chaleur sont assez similaires. La croûte et la lithosphère sont amincies, la sténosphère à 1300 degrés remonte, ce qui est une source de chaleur importante. Le gradient géothermique est d'environ 200 degrés par kilomètre. L'est de la France, au niveau du fossé du Rhin, est une zone de rifting associée à une remontée de chaleur en profondeur, où s'est installée une centrale géothermique de production d'électricité. Un troisième contexte intéressant sont les zones de subduction, où une lithosphère océanique, en plongeant, se déshydrate, ce qui est à l'origine de la formation de magma à partir de la péridotite du manteau chevauchant. Ainsi, en zone de subduction, il fait plus chaud vu que du magma se forme. Le gradient géothermique est de 200 degrés par kilomètre, ce qui est favorable à l'implantation de centrales géothermiques et de production d'électricité. C'est le cas de la centrale de Bouillante, basée en Guadeloupe, qui fait partie de l'archipel des Antilles, localisée au niveau d'une zone de subduction. Le dernier contexte géologique propice à la géothermie est celui des points chauds. Au niveau d'un point chaud, de la péridotite très chaude remonte du manteau profond et forme du magma en remontant qui donne des volcans en surface. Le déplacement de la plaque lithosphérique au-dessus du point chaud est à l'origine des alignements de volcans visibles en surface. Et au niveau d'un point chaud, le gradient géothermique est aussi très élevé et environ de 200 degrés par kilomètre, ce qui est également favorable à l'installation de centrales géothermiques. C'est le cas de l'archipel de Hawaï dans le Pacifique dont 20% de l'électricité vient de la géothermie. Quelles sont les notions importantes à retenir de ce cours ? Retenez que la Terre produit de la chaleur majoritairement par radioactivité, donc par désintégration d'éléments radioactifs, notamment venant du manteau. Cette énergie se transfère par conduction dans la lithosphère, donc par vibration d'atomes, et par convection dans la sténosphère qui, elle, est ductile et déformable. Cette chaleur va être exploitée économiquement pour chauffer des habitations ou pour produire de l'électricité. La production d'électricité nécessite un gradient géothermique fort de 200 degrés par kilomètre, retrouvé dans certains contextes géologiques intéressants. Rifting, dorsale, zone de subduction et points chauds.